Aujourd'hui, je vais répondre à la demande de la dictatrice, son ordre. Aujourd'hui, on va parler d'Hélène Cixous et du rire de la méduse. Le rire de la méduse, c'est un article d'Hélène Cixous. Alors, c'est aussi le titre d'un volume, mais je n'ai pas lu le recueil complet. Moi, ce que j'ai lu, parce que je suis une collectionneuse, c'est l'article dans sa version originale de ce numéro de l'Arc. C'est le numéro 61, daté de 75. Alors, je sais plus quel trimestre. C'est quel trimestre? Où est-ce qu'il est marqué le trimestre? Deuxième trimestre, et c'est le numéro consacré à Simone de Beauvoir. C'est un numéro qui est important historiquement dans l'histoire du féminisme, parce que c'est un numéro consacré à Simone de Beauvoir, autrice vivante. J'en ai trouvé un il n'y a pas longtemps chez Boulinier à 1 euro consacré à Sarotte. Je ne l'ai pas encore lu, mais pouf, je l'ai pris tout de suite. Alors regardez comme c'est drôle là, on a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir et la lutte des femmes, donc quand même quelque chose, voilà, et Beauvoir pas toute seule. J'arrive pas à les reconnaître les autres. Mais c'est quand même un truc qui bouge. Et alors, bon, hop, la tranche. Et alors là, on a une pub. Maintenant pour les hommes. Priceless. Et dans ce numéro, vous allez voir, je vous lis rapidement le sommaire. C'est quand même un grand truc parce qu'on a Clément Pingot, une femme pour d'autres. Simone de Beauvoir interroge Jean-Paul Sartre. Catherine Clément, enclave esclave, et donc un dossier vraiment des femmes en lutte. André Michel, naissance d'une conscience féministe. Hélène Cixous, le rire de la méduse, donc page 39 à 54. Sylvie Lebon, donc, qui deviendra la fille adoptive de Beauvoir. Le deuxième sexe, l'esprit et la lettre. CD, pour un féminisme matérialiste. Yvette Roudy, la seconde révolution des Américaines. Et Evelyn Reed, la biologie et le destin de la femme. CD, c'est évidemment, c'est pas du tout clair, mais c'est Christine Delphi. Et en fait, c'est la première parution de Pour un féminisme matérialiste. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais acheter ce truc, mais vraiment par fétichisme collectionneur. Parce que l'article de Delphi, on le trouve ailleurs, notamment dans la nuit principale, mais si on veut le lire, on le trouve en ligne, quoi. Mais là, c'est le moment où elle a fait paraître anonymement, parce qu'elle pouvait pas mettre son vrai nom, tout ça, on est en 75, c'est comme le numéro... de Partisans, année 0, année de la femme, si vous voulez, je vous en causerai. Aurore Turbio avait fait un article dessus, on la retrouve par son Twitter, et elle a un carnet hypothèse. Là, tout de suite, j'ai oublié le nom du carnet. Mais elle avait parlé donc de ce numéro de Partisans. On peut trouver Le Torchon Brûle en ligne. Si vous le trouvez pas, vous m'écrivez, je vous les envoie. Mais voilà, enfin, collection, quoi. Collection, j'étais contente. Et puis avec tout ce qui va avec de la collection, le petit catalogue, le bulletin d'adhésion et tout, enfin, je suis une collectionneuse, on se refait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro? Il y a donc ce rire de la méduse qui donnera son titre à un volume, qui est un article essentiel, hyper important, essentiel et essentialiste. J'explique rapidement. Bon, le rire de la méduse, le titre est énigmatique, mais c'est l'article qui va vraiment fonder l'idée d'une écriture féminine en énonçant la nécessité, les contours, tout en la réalisant. Et essentialiste parce que cette écriture féminine, est-ce évitable, je ne sais pas, on va en discuter peut-être, rattachée au corps. Alors, je vous propose de lire des passages choisis, comme d'habitude, au fil de la lecture, vraiment le début parce qu'il est important, des passages un peu compliqués parce que justement ils sont compliqués et qui montrent comment les choses se nouent, et pour en discuter, quoi. Alors je tiens à préciser qu'Hélène Cixous, concrètement, je ne connais que cet article du rire de la méduse. Je connais pas du tout son œuvre par ailleurs, c'est vraiment une autrice importante, je suis passée à côté. J'ai l'impression que ça sera pas ma tasse de thé, je sais pas, c'est pas venu, quoi. Voilà. Mais ça viendra, enfin c'est pas... Je suis pas contre en soi, mais l'idée d'une écriture féminine corporelle me pose quand même pas mal de problèmes, à moi qui voudrais oublier mon corps. Zoom, alors page 39. Le rire de la méduse, donc c'est évidemment énigmatique et c'est volontaire et ça ne sera résolu qu'à la fin de l'article, donc je vais pas spoiler, pour qu'on garde un peu le mystère. Mais en tout cas, l'idée du rire de la méduse étant quand même une créature antique, terrifiante et qui terrifie notamment les hommes, c'est intéressant. Je vous rappelle cette petite phrase de Dworkin, alors c'est postérieur à cet article, mais les hommes craignent, je vous la cite de mémoire donc faussement,
Mais les hommes craignent que les femmes se moquent d'eux, les femmes craignent que les hommes les tuent. On y va? Premier paragraphe. Je parlerai de l'écriture féminine, de ce qu'elle fera. C'est en italique. Il faut que la femme s'écrive, que la femme écrive de la femme et fasse venir les femmes à l'écriture, dont elles ont été éloignées aussi violemment qu'elles l'ont été de leur corps. Pour les mêmes raisons, par la même loi, dans le même but mortel. Il faut que la femme se mette au texte, comme au monde, et à l'histoire de son propre mouvement. Ça dit plein de trucs. C'est à la fois un manifeste et une prophétie. C'est un manifeste parce que ça va déclarer, mais on va avoir vraiment des accents vétérotestamentaires, c'est-à-dire l'Ancien Testament, quelque chose de très prophétique et qui va en même temps être très moderne, on va le voir au fur et à mesure. Qu'est-ce qui est déjà essentiel? Je parlerai. Je, c'est essentiel parce que si c'est pas un je pense donc je suis, c'est un jeu qui va donc être défini comme féminin et déjà une prise de parole féminine identifiée comme ça par un jeu va être ultra importante et ce jeu lui-même va ouvrir la voie à une écriture personnelle et plus tard corporelle. Je parlerai donc de l'écriture féminine. C'est pas discuté, de ce qu'elle fera, en italique pour souligner. Et là, on voit quelque chose qui est vraiment de l'ordre du performatif. Le performatif, ça nous vient d'Austin. Austin, c'est un linguiste, et son bouquin, il est traduit en français par Qu'en dire, c'est faire. Le performatif, c'est quand on va baptiser. Si je dis je te baptise Nesgul, bah, ton nom c'est Nesgul. Voilà, c'est une action. Je te déclare roi, et bah, t'es le roi. Je n'ai pas dit de quoi, t'es le roi. La reine. C'est pas tout à fait le perlocutif qui lui va demander à ce qu'il y ait une action qui soit faite, c'est passe-moi le sel. Voilà, c'est ça. Le performatif c'est beaucoup plus direct. Mais là, donc de ce qu'elle fera, on va voir comment le futur est en même temps quelque chose qui va advenir tout de suite. Et ça, bah, c'est très évangélique en fait. C'est une parole très proche de la parole christique. Le royaume de Dieu est parmi nous. Ben, il n'y est pas, mais en le disant, je le fais advenir. Ça, c'est vraiment le sous-texte de la métaphore vive. Il faut que la femme s'écrive, il faut, bim, ça c'est ce qu'on appelle du déontique, c'est de la nécessité. Mais on ne sait pas pourquoi il faut. Qu'est-ce qui dit il faut? Non, il faut. On voit que c'est impersonnel. La femme, pour moi c'est là que les problèmes commencent. Je dirais plutôt les femmes. Article défini singulier. Et ça va être essentialisant. Mais elle va revenir un peu dessus pour essayer de s'en écarter. Moi je trouve qu'elle n'y arrive pas très bien. Il faut que la femme s'écrive. S'écrive, c'est pas juste écrire soi. S'écrive, c'est à la fois être le sujet et l'objet. Et donc cette prise donc, dans ce mouvement d'écriture qui fait advenir à soi. Il faut que la femme s'écrive, et c'est ensuite glosé, que la femme écrive de la femme, et c'est intéressant que ce ne soit pas à partir ou à propos de la femme. Le 2, il va avoir un côté plus archaïsant, plus biblique en fait. Et en même temps, ça va permettre à la fois une situation, un point de départ, et de voir l'objet de l'écriture. Et ça va donner l'impression que la femme, elle s'auto-engendre par la femme. C'est intéressant. Et fasse venir les femmes. Hop, on continue l'auto-engendrement ou l'engendrement des femmes par les femmes à l'écriture. Donc c'est vraiment quelque chose qui va advenir, qui va être de l'ordre de la révélation, de la découverte, dont elles ont été éloignées aussi violemment qu'elles ont été de leur corps. Donc, elles ont été éloignées de l'écriture comme de leur corps, et là en fait on a une référence à Freud. En fait ça va être, là c'est encore un peu crypté, mais il y en a d'autres qui vont revenir et être plus clairs. C'est-à-dire que là, je suis toujours en train de lire Kate Millett. C'est un peu, quand on lit les analyses de Freud par Millett, mais c'est ce qu'on avait aussi chez Betty Friedan, c'est aussi ce qu'on a chez Delphi, c'est peut-être aussi ce qu'on a chez Freud, en fait, quoi. La femme est un animal vaguement inférieur à l'homme, incapable de sublimation réelle en raison de son corps. Mais en même temps, son corps, il faut certainement pas qu'elle se l'approprie, et la frigidité est, pour ainsi dire, prescrite par Freud. Je continue? Je ne vais pas tellement développer Freud. Aussi violemment qu'elles ont été de leur corps. Et donc ce qui est intéressant, c'est l'analogie entre écriture et corps. Et c'est plus qu'une analogie, en fait, c'est une identification. Enfin, pour le moment, c'est une analogie, ça va devenir une identification. Donc un rapport d'égalité, il n'y aura plus de différence entre l'un et l'autre. Pour les mêmes raisons, par la même loi, dans le même but mortel, bim, rythme ternaire, mais sans conjonction de coordination. On a juste des juxtapositions. Et ça va permettre d'avoir un effet biblique.
ça explique comment ça... tout va être réuni, mais par, et là je troll un peu, un ennemi principal, en faisant référence à Christine Delphi, qui est quand même dans des positions philosophiques très différentes. Même raison, même loi, même but mortel. Qui est donc la différenciation des hommes et des femmes, la séparation des classes différentes, ce qui revient donc à... Moi j'aime pas tellement dire tuer, mais à mutiler les femmes, et ça par contre je le pense vraiment. Il faut que la femme se mette au texte, comme au monde, à l'histoire, et là on voit texte, monde, histoire. Ah, c'est génial. Écriture, géographie, histoire, ou écriture, synchronie, diachronie. Le monde, ça donne une impression de cosmos. De son propre mouvement, et oui, parce que ne me libère pas, je m'en occupe. Et donc, il n'y a d'émancipation réelle que par soi-même. Donc, de femme par les femmes, et d'une femme à elle-même, à soi. C'est un premier paragraphe qui annonce quand même du lourd, hein. Je continue. Il ne faut plus que le passé fasse l'avenir. Je ne nie pas que les effets du passé sont encore là. C'est intéressant, on utilise un indicatif et pas un subjonctif. C'est plus tangible. Mais je me refuse à les consolider en les répétant, à leur prêter une inamovibilité équivalente à un destin, à confondre le biologique et le culturel. Il est urgent d'anticiper. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait là? C'est intéressant. On avait « il faut », paragraphe suivant, « il ne faut plus ». Donc, que le passé fasse l'avenir. Et donc, que le passé engendre l'avenir. Il faut donc créer un nouvel avenir, éventuellement en faisant table rase. Donc ça, c'est l'international, mais c'est aussi toutes les révolutions. Je ne nie pas que les effets du passé sont encore là, mais je me refuse à les consolider en les répétant. Il s'agit de les interroger et de les interrompre. Non pas nier la continuité, mais cesser la continuité. Et cette inamovibilité du passé équivalente à un destin va ramener l'histoire du côté du destin. Et le destin, dans l'histoire du féminisme, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est déjà Freud, où l'anatomie fait le destin, pour Freud. Et c'est le refus de Beauvoir, dans le deuxième sexe en 1949. Biologie n'est pas destin. Et donc là, en fait, l'histoire elle-même va faire le destin. Et donc ça rajoute une couche, tout en étant une allusion à ces deux-là. Le biologique et le culturel, le doublé conceptuel très 20e siècle, on l'a dépassé aujourd'hui, hein, le doublé nature-culture. Mais il est hyper présent dans ce texte. Et donc, elle ne va pas nier le biologique, mais il faut remettre en question la culture pour avoir une autre biologie et une autre culture, ou plutôt une autre expression de la biologie. En gros, c'est ce qui va apparaître au fur et à mesure. Ces réflexions, parce qu'elles s'avancent dans une région sur le point de se découvrir, portent nécessairement la marque de l'entretemps que nous vivons, celui où le nouveau se dégage de l'ancien et plus exactement la nouvelle de l'ancien. Moi, je vais faire des remarques au fur et à mesure, hein, parce que sinon ça va être long. C'est pourquoi, comme il n'y a pas de lieu d'où poser un discours, mais un sol millénaire et aride à fendre, ce que je dis a au moins deux faces et deux visées, détruire, casser, prévoir l'imprévu, projeter. Allez, quelques remarques, ces réflexions. Donc, ce qui précède, hein, ça c'est une reprise anaphorique donc, de ce qui précédait, assez classique. Parce qu'elle s'avance dans une région sur le point de se découvrir. Alors la région, là pour le coup, ça va permettre une spatialisation de l'époque, mais en même temps ça va ouvrir ou préparer une métaphore qui va arriver plus tard, qui sera d'abord celle du noir, puis celle du continent noir, et qui elle-même a une longue histoire, que je vais expliquer, et sinon c'est pas facile. Porte nécessairement la marque de l'entretemps. Je sais pas si c'est ici une référence à Gramsci, et à ces demi-jours dans lesquels naissent des monstres, mais en tout cas on a un néologisme qui permet, avec l'entretemps, de lier, hein, donc histoire et géographie, ça l'était au préalable, ça l'est ici d'autant plus, par les néologismes et le passage donc, d'un vocabulaire de la temporalité à un vocabulaire géographique, plutôt l'inverse. Et donc c'est une époque de bascule, une époque révolutionnaire. Mais on peut noter que le nouveau se dégage de l'ancien, et non pas l'ancien se sépare du nouveau, ou on dégage le nouveau de l'ancien. Non, non, le nouveau se dégage de lui-même. Il a en fait en lui cette force qui va le dégager. Ça va être très proche, soit d'un accouchement, soit d'une séparation de plaques tectoniques, enfin, ou quelque chose comme ça, d'un peu tellurique, voire mystique. Et en tout cas, on va avoir comme ça ces surimpressions de connotations à chaque fois. Et donc la nouvelle de l'ancien, parce qu'on féminise. Pas de lieu d'où poser un discours. Ça, c'est très intéressant parce qu'elle fait ici référence aux questions, me semble-t-il, des Mao, à savoir d'où tu parles. C'était au-delà des Mao, ça.
d'où tu parles, c'est-à-dire quelle est la situation. Évidemment, ça vient de Sartre, mais ça a été repris. Hein. C'est très différent de qui parle, qu'on va plus entendre aujourd'hui, en fait. Pas de façon si nette, mais c'est pas la même chose, quand même, être dans une identité ou dans une situation. Et là, je crois qu'on a perdu en mouvement théorique et en souplesse. Vraiment, je pense que là, on a perdu un truc important. Mais en tout cas, cette situation, elle devient, en fait, la métaphore topique, hein, on est à la catacrase, donc c'est une métaphore qui se fige, hein, d'où tu parles, quelle situation, elle se spatialise dans une métaphore qui devient celle de la région. Et ça, en fait, la géographie, cette métaphore, elle va se filer au fur et à mesure du texte. Et donc, ce sol millénaire et aride à fendre, c'est le patriarcat. On peut noter aussi qu'il est aride et qu'il n'est pas fondu. La fente, elle peut rappeler l'image de la vulve. Et la sécheresse, c'est plutôt l'antonyme de ce que produit la vulve. Et ce que je dis a donc au moins deux faces et deux visées, c'est-à-dire donc le passé et l'avenir. Hop, je continue. J'écris ceci en tant que femme vers les femmes. Et donc une situation, mais aussi un mouvement. Quand je dis la femme, je parle de la femme en sa lutte inévitable avec l'homme classique. Et d'une femme sujet universel qui doit faire advenir les femmes à leur sens et leur histoire. Mais il faut dire avant tout qu'il n'y a pas, aujourd'hui même, et malgré l'énormité du refoulement qui les a maintenus dans ce noir qu'on essaie de leur faire reconnaître comme leur attribut, une femme générale, une femme type. Ce qu'elles ont en commun, je le dirai. Mais ce qui me frappe, c'est l'infinie richesse de leur constitution singulière. On ne peut parler d'une sexualité féminine, uniforme, homogène, à parcours codable, pas plus que d'un inconscient semblable. L'imaginaire des femmes est inépuisable. Comme la musique, la peinture, l'écriture, leurs coulées de fantasmes sont inouïes. J'ai plus d'une fois été émerveillée par ce qu'une femme me décrivait d'un monde sien qu'elle hantait secrètement depuis sa petite enfance. Monde de recherche, d'élaboration d'un savoir à partir d'une expérimentation systématique des fonctionnements du corps, d'une interrogation précise et passionnée de son érogénéité. Cette pratique, d'une richesse inventive extraordinaire, en particulier de la masturbation, se prolonge ou s'accompagne d'une production de forme, d'une véritable activité esthétique, chaque temps de jouissance inscrivant une vision sonore, une composition, une chose belle. La beauté ne sera plus interdite. Et le paragraphe continue, mais je m'arrête là parce qu'il est déjà long. Alors, en tant que femme, quand je dis la femme là, elle met des guillemets, et elle revient en fait sur cette essentialisation pour la refuser en parlant en fait donc de ce qu'on appelle parfois une guerre des sexes. On se demande qui l'a entamé cette guerre des sexes. Et contre un homme, non pas l'homme, mais un homme classique, c'est-à-dire patriarcal, traditionnel. Et d'une femme en sa lutte inévitable, donc prise dans une lutte, c'est-à-dire d'une femme en tant que sujet social, d'une classe sociale, et d'une femme sujet universel. Ce qui en fait est oxymorique, parce que c'est-à-dire que Cixous considère, et c'est oxymorique parce que sujet universel est au féminin. Et en même temps, il y a un trait d'union. Donc là, on a une formation néologique, hein, par composition, donc c'est-à-dire par des traits d'union, hein, et oxymorique, ou en tout cas, qui peut mimer ce que l'on fait quand on va dire que les hommes, c'est neutre, hein, le droit de l'homme. Hein. Il y a un petit livre chez Libertalia qui s'appelle « Droit humain » en ce moment, pour expliquer que ça ne marche pas. Droit de l'homme en universel. Et qui doit faire advenir les femmes à leur S, entre parenthèses, sens et leur histoire. Et c'est un texte qui est profondément littéraire parce qu'il est très dur à lire en fait. Il faut vraiment le voir, les italiques et les guillemets. Et donc, ce qu'il faut d'abord voir, c'est ce que ne peut pas encore être, ou ce qui a fait que les femmes ne peuvent pas advenir elles-mêmes, à savoir ce qu'elle appelle l'énormité du refoulement, ce qui est une évidente allusion à Freud, qui les a maintenues dans ce noir, c'est-à-dire ici une métaphore entre guillemets pour l'ignorance, mais qui prépare la métaphore, ou plutôt la reprise, le travail de la métaphore du continent noir qui va arriver bientôt. Qu'on essaie de leur faire reconnaître comme leur attribut, donc le noir, l'ignorance, tout ça je vais y revenir, ça sera plus simple. Et donc, tout en disant qu'il n'y a pas une femme type, mais au contraire une diversité de femmes, et c'est ce qui va apparaître immédiatement, et c'est en ça que le texte reste essentialiste, parce qu'il renvoie au corps, et une essentialisation biologique
et essentiellement sexuelle, par la sexualité, notamment la masturbation. Donc ce qu'on appelle une autosexualité. Ça ne veut pas dire être narcissique, hein, autosexualité, ça veut dire se connaître. Une sexualité en soi qui n'existe pas, et avec donc un inconscient, nouvelle référence à Freud, qui n'existe pas, mais une multitude. Leurs coulées de fantasmes sont inouïes. Ça, c'est extraordinaire, parce que la coulée, ça va rappeler des images, évidemment, liquides et corporelles, des images très sexuelles. Et on peut voir comment ces coulées de fantasmes sont inouïes. Donc comment ce qui devrait couler est en même temps synesthésique, hein, puisqu'il s'agit ici de parler d'une audition, et d'une audition qui n'a jamais eu cours. On est en plein Rimbaud, hein. Ça c'est vraiment du Rimbaud, c'est la lettre au voyant. Je mettrai le texte en description si j'y pense, sinon vous me le demandez, je n'oublierai pas la lettre au voyant. La lettre à Paul de Mény, c'est en 70. Et donc la femme sera... et nous entendrons de nouveaux sons, etc. Mais sauf que je le connais mal, là, tout de suite. Je l'avais filé aux étudiantes, en note. J'aime beaucoup ce passage donc, de ce monde sien qu'elle hantait secrètement depuis sa petite enfance, que des femmes comme des fantômes de leur monde secret. Vous savez que j'aime bien les fantômes, et vous voyez que je suis dans un truc comme ça, très intéressant. Enfin, très intéressant, qui a une histoire, quoi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc d'un monde secret avec une épistémologie secrète qui passe elle-même en fait par quelque chose qui n'est pas un article scientifique, hein, par exemple, ce qui serait vraiment le mode de savoir admis, voire parfois dit masculin. Ça pose plein de questions, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais sur l'écoféminisme, sur Wickham. L'idée là, c'est vraiment de voir comment, en fait, c'est la rumeur. C'est la confidence et c'est le témoignage qui permettent cette connaissance. C'est donc une connaissance de femme à femme et non pas verticale, mais horizontale. Et c'est une connaissance d'un nouveau type qui, pour le coup, et ça, on le trouve aussi pour un féminisme matérialiste dans le même numéro, ça va amener un autre type de savoir qui va finir par gagner sa dignité. Donc, parce qu'une femme me décrivait, Et donc, ce sont vraiment cette richesse inventive des femmes permet donc des temps de jouissance, vision sonore, composition, chose belle, avec des rythmes, comme ça, sans conjonction de coordination. Et ça va donner l'impression que la phrase elle-même déborde, comme les coulées, comme la jouissance, comme la beauté, comme cette nouvelle femme qui est en train d'advenir et qui est pour ainsi dire tellurique, mythique, et qui va permettre de remonter. La beauté ne sera plus interdite, ça c'est complètement rimbaldien. Alors je souhaitais qu'elle écrive et proclame cet empire unique pour que d'autres femmes, d'autres souvenirs inavoués s'écrient alors. Moi aussi je déborde, mes souvenirs ont inventé de nouveaux désirs, mon corps connaît des chants inouïs. Moi aussi je me suis tant de fois sentie pleine à exploser de torrents lumineux, de formes beaucoup plus belles que celles qui, encadrées, se vendent pour toute la galette qui pue. Et moi aussi je n'ai rien dit, je n'ai rien montré, je n'ai pas ouvert la bouche, je n'ai pas repeint ma moitié du monde, j'ai eu honte, j'ai eu peur et j'ai bouffé ma honte et ma peur. Je me disais, tu es folle. Qu'est-ce que c'est monter ces inondations, ces bouffées? Quelle est la femme bouillonnante et infinie qui n'a pas immergé qu'elle était dans sa naïveté, maintenue dans l'obscurantisme et le mépris d'elle-même par la grande poigne parentale conjugale phallogocentrique et détirée, eut honte de sa puissance, qui ne s'est pas, surprise et horrifiée par le remue-ménage fantastique de ses pulsions, car on lui a fait croire qu'une femme bien réglée, normale et d'un calme divin, accusée d'être monstrueuse, qui, sentant s'agiter une drôle d'envie, de chanter, d'écrire, de proférer, bref, de faire sortir du neuf, ne s'est pas crue malade. Or, sa maladie honteuse, c'est qu'elle résiste à la mort, qu'elle donne tant de fils à retordre. Allez, quelques petites notes. Moi aussi, toujours le jeu. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est dans une écriture du témoignage, une écriture de soi à partir de son corps, avec cette idée que le corps de l'une n'empiète pas le corps des autres. Alors, le gros problème, c'est que là, les corps, c'est que des corps féminins et que ça renvoie les femmes à leur corps. Ça me pose plein de problèmes. Essentialisme, biologisation, transphobie. Hein. Ça en fait au moins 3. Mon corps connaît des chants inouïs. On retombe sur un petit accent rimbaldien. Moi aussi, je me suis sentie pleine à exploser de torrents lumineux.
hop, nouvelle synesthésie, hein, et avec ces images comme ça, donc découlées, qui vont grossir et qui grossissent comme le rythme de la phrase grossit, comme le rythme du paragraphe grossit, et comme ça devient mimétique de ce mouvement qui est celui qui précède la jouissance. Ou l'écriture, ou les deux. Ou la révolution, ça ferait les trois. Avec ce besoin de dire ce qui a empêché jusque-là, la peur, la honte, et moi aussi j'ai bouffé ma honte, la trivialité là, qui permet de dire comme on mange la poussière, hein, et cette honte d'avoir été malade, d'avoir été normal. Et ça, en fait, ça renvoie à toutes les stérilisations freudiennes, à tout ce que décrit Betty Friedan, hein, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, et donc à tout ce qui est de la psychiatrisation des femmes. Je vous rappelle que plus de 80% des lobotomies aux États-Unis ont été effectuées sur des femmes. Donc il y a quand même un gros truc derrière ça. Et on peut noter des choses quand même assez amusantes, comme la grande poigne parentale conjugale phallogocentrique. Donc parentale conjugale phallogocentrique, il y a des tirets. La grande poigne comme ça, c'est une métaphore du patriarcat. Parentale conjugale, donc le père, le mari. Phallogocentrique. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est pas phallocentrique, le vrai mot, c'est phallocentrique. Mais là, ce qu'on a, c'est un mot valise. Alors ça, mes étudiantes, là, elles ne suivaient plus. Phallo, c'est le phallus, qui est la puissance virile. Donc on va voir, normalement, quand on a phallocentrique, c'est comme virocentré, c'est qui est centré autour du... vir, c'est aussi le pénis ou la force virile, hein, virilisme. Ça donne aussi vertu, c'est drôle quand même. Et donc il est centré autour du phallus, de la puissance donc masculine. Mais là, on a phallogo, et donc il y a un logos dedans. Donc c'est pas centré seulement autour du phallus, mais autour de la parole masculine. Et il s'agit en fait que quelque chose d'incandescent, de puissant, de volcanique arrive et fasse péter cette écorce patriarcale pour dire les femmes, ou la femme. Et pourquoi n'écris-tu pas? Écris. Ah oui, on peut noter comme ça ces dialogues avec elle-même qui permettent aussi d'être des dialogues entre femmes. Et donc ça permet comme ça de mimer cette espèce d'épistémologie horizontale, de la rumeur, de l'interpellation, et qui sort en fait du discours vertical de la science, celui de la maladie, ou du discours de la famille, du mari. Écris. L'écriture est pour toi, tu es pour toi, ton corps est à toi. Ça, c'est vraiment un slogan. On l'a même chez Varda. Mon corps est à moi. Ce qui reprend Our Bodies Ourselves, et c'est nos corps nous-mêmes. C'est pas nos corps sont à nous, ça pose plein de problèmes. C'est plus intéressant, nos corps c'est nous, parce que sinon on revient dans un dualisme, et même dans une objectification de son propre corps qui questionne quand même. Prends-le. Je sais pourquoi tu n'as pas écrit, et pourquoi je n'ai pas écrit avant l'âge de 27 ans. Parce que l'écriture, c'est à la fois le trop haut, le trop grand pour toi, c'est réservé aux grands, c'est-à-dire aux grands hommes, c'est de la bêtise. D'ailleurs, tu as un peu écrit, mais en cachette. Et ce n'était pas bon, mais parce que c'était en cachette, et que tu te punissais d'écrire, que tu n'allais pas jusqu'au bout, qu'écrivant irrésistiblement, comme nous nous masturbions en cachette, c'était non pas pour aller plus loin, mais pour atténuer un peu la tension, juste assez pour que le trop cesse de tourmenter. Et puis dès qu'on a joui, on se dépêche de se culpabiliser pour se faire pardonner ou d'oublier d'enterrer jusqu'à la prochaine. Et donc là, en fait, le processus de la honte masturbatoire et la cachette masturbatoire est exactement le même que celui de l'écriture féminine, donc du processus même de l'écriture. Là, c'est vraiment une écriture dans le sens cartésien, c'est pas juste être auteur. C'est complètement autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus direct et beaucoup plus charnel, et qui appelle donc à la même découverte en sexualité et en écriture, et en fait avec cette idée que l'écriture est en elle-même une jouissance. Et ça peut nous rappeler le plaisir du texte, hein, si on veut, mais Sixou se suffit à elle-même. Avec, donc vous l'entendez, donc ce mouvement, et ce mouvement autobiographique, mais qui vise aussi, parce que le passage autobiographique sur la note des 27 ans, c'est entre parenthèses, et donc ça vise à attester de quelque chose de personnel, tout en étant universel et en étant potentiellement parlant pour toutes les femmes. Écris que nul ne te retienne, que rien ne t'arrête, ni homme ni imbécile, machine capitaliste, où les maisons d'édition sont les rusés et obséquieux relais des impératifs d'une économie qui fonctionne contre nous et sur notre dos, ni toi-même. Les vrais textes de femmes, des textes avec des sexes de femmes, ça ne leur fait pas plaisir, ça leur fait peur, ça les écœure, gueule des lecteurs, chef de collection et patron trônant.
J'écris femme. Il faut que la femme écrive la femme. Et l'homme, l'homme. On ne trouvera ici qu'oblique réflexion vers l'homme, auquel il revient de dire ce qu'il en est pour lui de sa masculinité et de sa féminité. Ceci nous regardera quand ils auront ouvert leurs yeux pour voir. Donc là, il y a une note, je vais la sauter. Hein. J'écris femme, et pas seulement de la femme ou à partir de femme en tant que femme. On arrive à un absolu qui va être à la fois et plus archaïque, ça ressemble à de l'ancien français en fait, hein, et plus moderne, et qui est surtout beaucoup plus immédiat, qui est complètement immédiat et direct. Il faut que la femme l'écrive la femme, point, et l'homme, l'homme. Et donc là, on a un parallélisme total sur l'idée que l'écriture masculine elle-même n'est pas réellement avérée puisqu'elle n'est pas partie du corps. Et donc on n'a qu'une écriture coupée du corps. On continue. Et avec cette idée d'une bisexualité psychique, au moins pour les hommes, ça c'est vraiment un vieux truc de freudien qui revient, qui reste, qui permet de d'essentialiser, mais quand on part des corps, en rattachant autant les corps au genre, ça me paraît compliqué de ne pas être essentialiste là. Et là, passage important. Elles reviennent de loin, de toujours, du dehors des landes où se maintiennent en ville des sorcières, d'en dessous, en deçà de la culture, de leurs enfances qu'ils ont tant de mal à leur faire oublier qu'ils condamnent à l'inpassé. Emmurer les petites filles au corps mal élevé. Conserver intact d'elles-mêmes dans la glace, frigidifiée, mais qu'est-ce que ça remue là-dessous? Quel effort il leur faut faire aux flics du sexe, toujours à recommencer pour barrer leur menaçant retour. De part et d'autre, un tel déploiement de force que la lutte s'est pour des siècles mobilisée dans l'équilibre tremblant d'un point mort. Elles reviennent de loin, de toujours. Et là, on ne sait pas encore qui c'est elle. On va le savoir en paragraphe ensuite, après la petite étoile. Donc, de toujours, du dehors, des landes, où se maintiennent en vie les sorcières. Donc ça, on a la revue sorcière, j'ai qu'un numéro, je suis désolée. Mais donc, l'image de la sorcière commence à revenir comme une image de sachante qui a été persécutée, chassée et refoulée. Refoulée tant géographiquement que psychiquement. Et donc ça, c'est des images qui reviennent et qui vont permettre de dire la révolte et de dire un autre type de savoir en dessous, en deçà de la culture, qui ont dû oublier, qui ont dû se mutiler, donc de leurs souvenirs. Et on va noter comment tout ça, ça passe par des phrases averbales qui permettent de dire très vite, comme l'impression frigidifier. Et frigidifier, évidemment, ça fait appel à la frigidité. Mais si la frigidité, elle serait personnelle, même plus ou moins en but, hein, chez Freud. Hein. Il y a eu une remarque chez Millette d'un aristocrate du 19e qui aurait dit à sa femme « Une lady ne bouge pas ». Sympa, hein. Mais cette glace, qui est une glace de l'histoire, une glace du savoir, et donc évidemment aussi une glace du corps. La métaphore, elle permet de superposer les différents niveaux de sens. On peut noter les flics du sexe, hein. Milice patriarcale, comme on disait en manif et comme on le dit encore. On passe à la suite, j'aime beaucoup le paragraphe qui suit. Les voilà qui reviennent, les arrivantes de toujours, parce que l'inconscient est imprenable. Elles ont erré en rond dans l'étroite chambre à poupées où on les a bouclées, où on leur a fait une éducation décervelante meurtrière. On peut en effet incarcérer, ralentir, réussir trop longtemps le coup de l'apartheid, mais pour un temps seulement. On peut leur apprendre, dès qu'elles commencent à parler, en même temps que leur nom, que leur région est noire. Parce que tu es Afrique, tu es noir. Ton continent est noir. Le noir est dangereux. Dans le noir, tu ne vois rien, tu as peur, ne bouge pas car tu risques de tomber. Surtout ne va pas dans la forêt, et l'horreur du noir, nous l'avons intériorisée. Paragraphe, contre les femmes, ils ont commis le plus grand crime, ils les ont amenées insidieusement, violemment à haïr les femmes, à être leurs propres ennemis, à mobiliser leur immense puissance contre elles-mêmes, à être les exécutants de leur virile besogne. Ils leur ont fait un anti-narcissisme, un narcissisme qui ne sème qu'à se faire aimer pour ce qu'on n'a pas. Ils ont fabriqué l'infâme logique de l'anti-amour. Allez, les voilà qui reviennent. Allez, hop, ça c'est génial. Présentatif, les voilà qui reviennent. Ultra oral, en même temps ça donne l'impression d'une légende. Quelque chose d'épique qui est en train de se mettre en place. Les voilà qui reviennent, les arrivantes de toujours. Arrivantes, c'est intéressant, elles reviennent et elles sont arrivantes. Quelque chose qui est en train de se passer qui ressemble à une longue marche. Arrivante, c'est un participe présent substantivé, donc utilisé en substantif, ce qui va expliquer donc l'accord. Et donc ça va donner à la fois un effet de néologisme et d'archaïsme. Quelque chose d'un peu hors temps. C'est ça qui va donner cette impression
de textes légendaires, avec ce de toujours, hein, là évidemment, bah, elles arrivent de toujours, c'est-à-dire on va avoir ce mouvement permanent, et c'est aussi en ça que c'est essentialisant, mais on a presque l'impression que toujours est une région que l'on va pouvoir quitter. Parce que l'inconscient est imprenable, hop, ça c'est parce que Freud a tort, elles ont erré en rond dans l'étroite chambre à poupées où on les a bouclées. Ben ça, c'est une allusion à la chambre de poupée d'Ibsen, et peut-être même à une chambre à soie de Woolf, mais surtout à Ibsen, là c'est très très clair, où on leur a fait une éducation décervelante meurtrière. Donc le meurtre ici est métaphorique, décervelant, bah, on peut être sur la lobotomie, où on est beaucoup plus clairement sur la mutilation psychique, qui va reprendre en fait la mutilation du corps. Mais il y a une autre métaphore qui se met en place et qui est compliquée. On peut en effet incarcérer, ralentir, réussir trop longtemps le coup de l'apartheid. Alors l'apartheid, évidemment, ça fait référence au système politique de l'Afrique du Sud et plus largement à la ségrégation raciale, notamment aux États-Unis. Le coup de l'apartheid, ça permet de dire que les femmes vivent elles-mêmes sous un régime d'apartheid, et ça va expliquer ou aller avec la métaphore du noir comme région des femmes qui va suivre. Leur région est noire parce que tu es Afrique, tu es noir, ton continent est noir. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi c'est choquant? D'où ça vient? Et en quoi c'est plus compliqué? L'image du continent noir, elle vient d'un explorateur britannique, je crois. J'ai oublié le nom, mais c'est celui qui a dit Dr. Livingstone, je présume. Voilà, c'est celui-là, qui était un type ultra raciste, mais qui a vraiment exploré l'Afrique dans tous les sens et qui a sorti un bouquin sur l'Afrique qui s'appelait Le continent noir. Bon, ben, noir, c'est une métonymie très moyenne pour parler donc de la couleur de peau des habitants, mettre en place toutes les connotations négatives qui peuvent être attachées en Occident à la noirceur, et également, ça va faire référence à l'inconnu. Voilà, la métaphore du continent noir comme métaphore inconnu, dangereux, inexplorable, mais que pour le coup un explorateur blanc a exploré, elles vont permettre... Je crois que c'est l'histoire de cannibale. J'ai pas lu le bouquin, hein, j'ai juste été chercher l'histoire de ça il y a plusieurs mois. Pour le coup, cette idée de continent noir, qui est devenue en fait topique, elle est reprise par Freud pour décrire la sexualité féminine. Ce qui est déjà problématique à plein de niveaux. C'est à la fois raciste et misogyne en fait. Et donc la sexualité des femmes, et puis bah, lui en fait il parle de femmes blanches, hein, faut pas délirer. Le Freud de la Vienne autour de 1900-1920. Je sais pas, ça donne dans les théories sur la sexualité, mais je sais pas exactement là tout de suite. La sexualité féminine décrite comme un continent noir, ça va permettre d'expliquer qu'elle n'est pas explicable, et en même temps qu'elle est fondamentalement primitive, en fait, avec exactement ces images de l'exploration impossible, mais exploration quand même, donc de violence. Pour parler d'une sexualité faite d'un être psychique incomplet en raison d'un complexe de castration et donc de l'envie du pénis. Bon. Cette métaphore du continent noir, elle ne s'arrête pas là. Parce que Beauvoir, dans le deuxième sexe, la reprend et très très vite. Dès l'introduction, pour répondre à Freud, et aussi parce que Beauvoir, elle, sur le modèle du racisme, elle invente le mot sexisme. Pour parler d'une, je reprends son terme, hein, ségrégation fondée sur le sexe. Et donc le continent noir, elle va le dénier. Elle dit non, il n'y a pas de continent noir. En philosophie, on peut tout travailler. Mais par contre, la métaphore du continent noir continue à être attachée, au moins dans les années 60-70. Aujourd'hui, je pense qu'on le ferait moins. Mais à mon avis, on peut encore la trouver à droite à gauche. C'est ce que dit Delphi, hein, quand on parle de femmes, il n'y a pas d'homme de gauche. Pour parler donc justement des femmes, de leur sexualité, ou plus globalement de choses que l'on ne peut pas vraiment explorer, comprendre, découvrir, qui sont mystérieuses et potentiellement dangereuses. Et donc cette métaphore ici, alors elle est reprise ensuite par les féministes du MLF, et on la trouve notamment dans l'hymne des femmes. Nous les femmes, nous sommes le continent noir, avec l'assimilation entre les femmes et l'esclavage. C'est une assimilation qui pose pas mal de problèmes aujourd'hui, mais qui est historiquement justifiée par l'origine de la famille d'Engels, qui fait de l'appropriation des femmes le premier esclavage
plutôt, l'appropriation des femmes permet d'inventer l'esclavage, bien avant toute idée raciste. Et donc ça veut dire que dans les années 70, quand dans l'hymne des femmes on a, qui n'était pas du tout un chant aussi emblématique qu'il est devenu aujourd'hui, hein, dans les années 70, l'assimilation femme-esclave, aujourd'hui elle pose problème. Parce que ce qu'on a en tête, c'est la situation des personnes de la traite négrière, et ce qu'on voit, c'est des femmes blanches qui s'approprient une situation qui n'est pas la leur. Ce qui est compliqué parce que j'ai pas vu dans l'hymne des femmes qu'il s'agissait que de femmes blanches, et j'ai bien l'impression qu'il y a aussi des femmes parmi les personnes qui ont été réduites en esclavage, et que 80% des personnes victimes de traite humaine dans le monde sont des femmes et des enfants. Alors, par contre, l'idée que l'assignation au foyer est un esclavage, qu'on trouve un tout petit peu chez Friedan, que l'on va trouver avec plus ou moins de mesures chez différentes féministes, est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que c'est une réalité ? Ça a été une réalité. Aujourd'hui, c'est plutôt une métaphore. Mais de quoi parle-t-on ? Que fait-on ? Qu'en dit-on ? Et que veut dire l'assimilation donc, du noir, de la couleur noire, à des choses aussi négatives, comme dans le mot dénigrer ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de penser différemment, dire dévaloriser par exemple, qui n'a pas de connotation de couleur ? Ça fait partie des débats qui ont lieu actuellement. En tout cas, voilà, l'expression continent noir et ce qu'on a trouvé chez Sixou, ça fait référence à tout ça à la fois. Et ça se place dans ce contexte qui est celui de lutte pour des droits civils qui ne sont pas concurrentes, mais pas non plus exactement compagnes, mais qui se font ensemble. Et je l'ai dit avec Betty Friedan, le féminisme états-unien est né des luttes, et plutôt de l'exclusion des luttes, pour l'abolition de l'esclavage. Donc elle luttait pour les mêmes droits, en fait. Enfin, c'est toutes ces personnes, je veux dire. Et des droits, parfois de façon particulière, parfois ensemble, souvent en alliés, on va dire aujourd'hui. Mais le fait de lutter pour ces droits de femmes ne veut pas dire qu'on a envie qu'il y ait une ségrégation raciale. En général, c'est plutôt l'inverse, quoi. Ça marche ? Je continue. C'est touchy, hein ? Et donc, moi, je sais pas trop quoi faire de l'hymne des femmes aujourd'hui, parce que je trouve que l'histoire de ça, c'est important, mais changer l'histoire, c'est important aussi. La métaphore aujourd'hui est hyper choquante parce qu'on ne la comprend plus du tout de la même façon, et on va juste voir la dévalorisation du noir, quoi. Et je continue à réfléchir. Alors, donc ton continent est noir, c'est ça, le noir est dangereux, c'est vraiment, en fait, une explicitation de ces métaphores. Est-ce qu'il s'agit d'une appropriation culturelle dans ce contexte ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut le lire comme tel aujourd'hui ? Ça me paraît compliqué, mais ça me paraît possible. Surtout ne va pas dans la forêt, l'horreur du noir, nous l'avons intériorisé, donc avec vraiment une assimilation entre le noir de la peau, donc de l'Afrique, qui devient pour le coup l'emblème des femmes. Et je rappelle que Sixou est né à Alger. Et à Alger, en Algérie en tout cas. Je ne sais plus si c'est Alger ou Oran. Et le noir comme couleur, horreur du noir, peur du noir, à la fois peur de l'homme noir, ça va mener une division, hein. Et la peur du noir des enfants, tout simplement peur de la nuit. Et donc ce noir en fait il va être revendiqué. Alors l'antinarcissisme qui va suivre, c'est très exactement le narcissisme et le masochisme de Freud, je n'y reviens pas en détail. Et là on va avoir enfin c'est assez long hein, comme article, donc je vais quand même sauter des passages. Qu'est-ce qui... Voilà, sur le fait qu'il y a eu très peu d'écriture, un petit passage sur l'écriture masculine, quand même un paragraphe assez long. Assimilation entre histoire de l'écriture et histoire de la raison, mais bon, l'idée c'est de vous donner une idée de l'article, hein, quoi. Donc il y a bien eu des exceptions, je, femme, rescapée, hop, dans une parenthèse. Parlant d'elle, comme aujourd'hui on peut dire survivante, mais survivante c'est vraiment pour une violence sexuelle. C'est pas juste pour que j'arrive à écrire malgré le patriarcat. Aujourd'hui on est plus précis.
beaucoup, beaucoup d'allusions encore à Freud, hein, dont on a fait, donc ce corps qu'on lui a plus que confisqué, dont on a fait l'inquiétant étranger dans la place, le malade ou le mort, etc. etc. Ouais, vraiment, il y a des passages qui m'ont plus marqué que ça encore. Cela donne vraiment donc tout un programme avec des petit 1, petit 2, enfin petit A, petit B. Il est temps que la femme marque ses coups dans la langue écrite et orale. Toute femme a connu le tourment de la venue à la parole orale, le cœur qui bat à se rompre, parfois la chute dans la perte de langage, le sol, la langue se dérobant, tant parler pour la femme, je dirais même ouvrir la bouche. En public, une témérité, une transgression. Bon, ça, si vous ne me croyez pas, je vais vous glisser un article d'antisexisme de son blog sur la répartition de la parole des femmes. La norme pour les femmes, c'est le silence. Hein. Sa parole choit presque toujours dans la sourde oreille masculine qui n'entend dans la langue que ce qui parle au masculin. Ça vous parle d'écriture inclusive. Ça vous parle aussi du fait que 68, ça a été une révolution sexuelle, notamment pour les hommes, qui a amené le MLF, hein, c'est que ça suffisait pas. Je trouve qu'il y a quand même des répétitions. Je suis désolée. Oh, je suis vraiment désolée. Ça, c'était pour une question que posait François il y a des mois. Que fait-on quand on tousse? Moi, je m'excuse. Voilà, tout un truc sur la mère et est-ce que ça va donner la maternité. Un peu plus compliqué. Moi, je veux vraiment rester sur l'écriture elle-même. Ce passage est précisé bisexuel, donc neutre, qui est très compliqué. Voilà, et je veux rester sur cette... Voilà, on va rester là. Donc là, je suis passée page 47, hein, je vais vers la fin. Le continent noir n'est ni noir ni explorable, en italique. Il n'est encore inexploré que parce qu'on nous a fait croire qu'il était trop noir pour être explorable. Et parce qu'on veut nous faire croire que ce qui nous intéresse est le continent blanc avec ses monuments au manque. Et nous avons cru. On nous a figés entre deux mythes horrifiants, entre la méduse et l'abîme. Il y aurait de quoi faire éclater de rire la moitié du monde si ça ne continuait pas. Car la relève phallogocentrique est là, et militante, reproductrice des vieux schémas. Ancrés dans le dogme de la castration, ils n'ont rien changé. Ils ont théorisé leur désir pour de la réalité, qu'ils tremblent les prêtres. On va leur montrer nos sextes. Alors, hop. Donc, le continent noir, donc guillemets italique pour le mettre à distance, c'est-à-dire en fait le corps, le soi, l'inconnu, l'inconscient, versus le continent blanc, et donc en fait à la division raciale se superpose pour Sixou la division de genre. Et cette division de genre, elle repose très profondément sur la théorie freudienne comme amenant un refoulement obligatoire. Ce fameux ils ont théorisé leur désir pour de la réalité et imposé donc leur réalité, donc leur désir. Qu'ils tremblent les prêtres, on va leur montrer nos sexes. Bon, le néologisme de sexe est quand même, pour le coup, emblématique de ce qui est en train de se passer dans ce texte, comme prophétie d'une écriture féminine fondée sur le corps féminin, par le mot valise. Alors, entre la méduse et l'abîme, la mort et donc la pétrification, le regard qui va tuer, mais qui va passer par le rire. Référence avec Jean Genet, hein, le continent n'est pas d'un noir impénétrable, j'y suis souvent allée, j'ai un jour rencontré avec joie Jean Genet. Tout ça, ça vous donne vraiment l'impression. En fait, sa voix, c'est celle d'une vierge folle, une prophétesse de vierge folle rimbaldienne. Voilà, et là ça m'avait pas mal plu. De la féminité, les femmes ont presque tout à écrire. De leur sexualité, c'est-à-dire de l'infinie et mobile complexité de leur érotisation, des initiations fulgurantes de telle infime immense région de leur corps, non du destin, mais de l'aventure de telles pulsions, voyages, traversées, cheminements, brusques élans éveils, découverte d'une zone naguère timide, tout à l'heure surgissante. Le corps de la femme aux mille et un foyers d'ardeur, quand elle le laissera, fracassant les jougs et les censures, articuler le foisonnement des significations qui, en tous sens, le parcourent, c'est de bien plus d'une langue qui va faire retentir la vieille langue maternelle à un seul sillon.
Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Donc, de la féminité, les femmes ont presque tout à écrire. Ça part vraiment, donc sexualité, érotisation, c'est celle qui va être subie, mais celle qui va être mise en place aussi directement. Et là, on va voir comment se superpose une nouvelle fois le corps, la géographie et l'écriture. Ignition, ce sont des feux. Tout se fait par le grand et le petit en même temps. Et ça se voit avec le mot composé infime, immense. Il y a un tiret. Région de leur corps. Alors ça, la métaphore du corps comme à explorer selon une géographie, c'est topique. C'est des trucs qu'on a avec la carte du tendre, par exemple, des choses comme ça. Mais ici, ça va vraiment être réactualisé pour montrer comment cette exploration, elle est et sexuelle, et littéraire, et corporelle, et une connaissance et une production. Et ça, on le voit en fait parce que tout ce que va mimer ce texte, c'est un mouvement de jouissance. Et donc de zones qui se découvrent. On le voit donc d'une zone naguère timide de tout à l'heure surgissante, bah, ça parle de clitoris, hein. Je vois pas grand chose d'autre. Ou d'une autre zone érogène, mais je vois quand même bien le clitoris là. Les brusques élans, éveils, etc. Donc le corps de la femme au 1001 foyer d'ardeur, on voit comment les hyperboles topiques, hein, 1001, c'est les nuits quoi. Donc hop, une autre érotisation va amener donc, c'est ça qui m'intéresse, le foisonnement des significations qui en tout sens le parcours, donc qui parcourt son corps de femme. Et donc le foisonnement des significations va avoir le même effet qu'une caresse ou des caresses et qu'une jouissance. Et donc ce qui se passe sur la surimpression des différents sens, ça doit créer mentalement, c'est fait pour créer cet effet physique de la sensualité, voire de la jouissance. Comme ça, tac. Bon, je vais pas vous faire trop de mime, hein. Déjà que je suis pas monétisée, je vais être bannie quoi. Voilà, là donc avec pas mal de choses. Oui, voilà. Parce qu'elle ne peut pas, dès qu'elle se ferait sa voix dans le symbolique, ne pas en faire le chaosmos du personnel. Et ça, moi, c'est exactement ça que je trouve à la fois intéressant littérairement et complètement saoulant, personnellement. Chaosmos. Bon, ben, chaos, cosmos. Le monde, le désordre. Et donc, c'est un nouveau monde avec un nouveau mot. Mais cosmos, quoi. Je sais pas, moi, je trouve ça daté, je trouve ça vraiment périmé. Ça me parle pas. Quand je lis ça, j'y suis pas. Mais vraiment, littérairement, il y a des choses que je trouve assez intéressantes. Hein. Je trouve ça vraiment riche. C'est vraiment dur à écrire. Mais en fait, je me méfie quand j'écris et je pense que. Voilà, après, là, tout un passage sur la grossesse. Mais j'ai l'impression que quand on écrit ce genre de texte, effectivement, on est proche de la masturbation et qu'on se fait très plaisir à soi, quoi. Mais je suis pas sûre qu'on soit très productif. Je suis certainement pas allée sur l'idée de la masturbation série ou des choses comme ça. Mais je sais pas dans quelle mesure on est ou pas dans l'échange. Parce que, alors je l'ai vu en le filant à mes étudiantes, c'est très difficile pour mes étudiantes à comprendre, hein, clairement, elles ont galéré. Bon, elles ont eu des extraits aussi, hein. Enfin, vraiment qu'elles ont eu des... mais oui, bah là, je sais pas tellement si je vous en lire d'autres, parce que j'ai pas trouvé ça... c'est à peu près toujours la même chose. Enfin, moi, je vois pas tellement... Quand j'écris, c'est tout ce que nous ne savons pas que nous pouvons être qui s'écrivent de moi, sans exclusion, sans prévision, et tout ce que nous serons nous appelle à l'inlassable, enivrante, inapaisable chercherie d'amour. C'est mignon la chercherie, j'aime bien. Jamais nous ne nous manquerons. Parce que la femme n'est pas fondée sur le manque comme le disait Freud, mais en même temps on va pas se rater, enfin voilà, comme ça. Et ça, je trouve que ça marche. Alors voilà, je vais vraiment peut-être plus parler de ça, de pourquoi je trouve ça intéressant. Bon, politiquement, les problèmes, je les ai évoqués au fur et à mesure. Je me méfie quand même de ces écritures du corps, mais je pense qu'elles ont vraiment, vraiment été importantes pour, pas seulement des femmes, mais d'abord pour des femmes, et beaucoup de femmes, parce que ça manquait. Ça manquait vraiment, et c'est important, et c'est des... Moi, je sais pas... Enfin, j'en ai déjà parlé, mais comment on écrit la jouissance, comment on écrit la relation sexuelle, c'est des vraies questions littéraires, et pas seulement politiques, mais ce sont aussi des questions politiques, et elle touche du doigt, si je puis dire, beaucoup de choses vraiment essentielles. Mais voilà, le chaosmos, les sextes, voilà, moi, enfin, vraiment, je pense que c'est une histoire de temps qui passe.
nous leur montrerons nos sextes. Et je suis désolée, j'ai rigolé, quoi. Enfin, vraiment, c'est un truc où c'est pas passé. Alors, c'est pas passé parce que le mot valise a quand même beaucoup plus mauvaise réputation. C'est-à-dire que, bon, j'en fais beaucoup, mais en faisant des blagues, quoi. Et prendre le mot valise au sérieux, je pense que c'est accorder un sérieux au langage et à la puissance langagière. Alors, encore qu'il y a de l'humour chez Sixou, hein, il y a quand même beaucoup d'humour dans ce texte. Et j'allais dire qu'on n'accorde plus, je suis pas tellement d'accord non plus, je pense qu'on accorde beaucoup de puissance au langage, mais qu'on est beaucoup moins créatif en fait. Ou alors que quand on est créatif, on est beaucoup moins fun. En fait, on va vraiment calquer ça, je sais pas, quand on reproche le fait qu'il y ait un système diadique parce que qui repose sur deux genres, diadique ça parle à personne, mais en plus c'est pas fun quoi. Alors Cosmos pour le coup, c'est plus fun. Les sextes, c'est plus fun. Mais ça doit être le postmodernisme, hein. J'arrive pas à trouver ça complètement fun. Et, là, je suis en train de me demander, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais dans quelle mesure le fait qu'on reprenne des catégories scientifiques pour parler des différentes branches d'identité et de militantisme, c'est hyper étonnant parce que d'un côté, il y a un mouvement quand même d'antipsychiatrisation qui est assez important aujourd'hui, qui souvent englobe psychiatrie, psychanalyse et pas mal de choses. Ça s'entend, je trouve que ça peut se discuter davantage. Mais pourquoi reprendre quelque chose d'aussi scientifique quand on essaie d'inventer une utopie, enfin, qui va reprendre comme ça des racines latines, grecques, un fonctionnement scientifique, alors que le mot valise, ça pourrait être fun. Et pourquoi le mot valise, c'est plus fun aujourd'hui comme ça? Et c'est pas seulement drôle chez Sixou, c'est censé être la puissance du verbe. Voilà, on récompense le monde. Et pourquoi j'arrive pas à le prendre au sérieux comme elle le faisait? Alors, c'est un truc qui est... Je sais pas si c'est... alors, je pense que ça parlait pas à tout le monde du tout. Hein. Faut pas non plus... voilà, c'est ce courant d'écriture féminine qui est arrivé de Sixou, qui avait certainement un peu, etc., qui est pas ça retient, quoi. Hein. Et c'est pas non plus vraiment exactement du race. Bon, ouais, voilà, j'ai la sensation qu'on se fait très plaisir quand on écrit ces textes-là, mais qu'on pense pas au lecteur. Et est-ce que c'est grave? Ben, ça dépend ce qu'on veut faire, si on veut être lu ou si on veut écrire. Si on veut écrire pour écrire, ça marche très bien. Si on veut être lu, c'est une autre question. Parce que, je vais reprendre un vieux cliché de David Foster Wallace, hein. Tiens, j'ai un scum qui traîne, je suis vraiment une féministe. Voilà, il lui disait à ses étudiants en atelier d'écriture, donc creative writing, que le goût de la tarte au citron de la tante Gertrude, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est réussir à rendre intéressant à quelqu'un qui en a rien à faire. Du goût de la tarte au citron de la tante Gertrude. Et pourquoi ça devient intéressant? Et pourquoi la recherche du temps perdu, c'est jamais que l'histoire d'un mec qui n'arrive pas à s'endormir? Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il se passe autre chose. Ou plutôt, c'est pas qu'il se passe autre chose, c'est parce qu'à partir du fait qu'il n'arrive pas à s'endormir, il en fait un événement. Et voilà, est-ce que quelque chose comme le cosmos ou le sexte, ça marche vraiment? Je trouve que le travail autour des métaphores, de la maison de poupée, du continent noir, je trouve ça hyper riche et hyper important et très très impressionnant. La construction du truc, la voix qui est prise, c'est vraiment impressionnant. Mais j'ai l'impression que c'est une outrance, est-ce que stylistiquement ça va trop loin? Et en même temps, pour le coup, ça fait vraiment... ça réalise le projet de Sixou, donc ça fonctionne. Et c'est bien le rire de la méduse. Et on va être médusé devant le néologisme, devant cette création lexicale qui ne se refuse rien et qui va tout transgresser. Et ça, poétiquement, je trouve ça vraiment important. Mais dans quelle mesure ça marche aujourd'hui? Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, quoi. Alors, littérairement, ça fait des trucs super riches. Est-ce qu'on arrive à les lire, réellement? Et je veux dire, est-ce que des millénials ou des plus petits arrivent à les lire? Et à se retrouver dedans? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc ironique qui fait que c'est plus compliqué d'accepter les sextes, probablement parce que la psychanalyse freudienne est beaucoup moins présente aussi. Et que ces idées d'envie du pénis, etc., c'est plus loin, c'est très explicite, c'est vraiment un texte anti-freudien. Hein.
Puis je vois pas comment on peut être pour faute quand on est une femme, hein. Honnêtement, là, il y a vraiment un truc qui me dépasse, quoi. Enfin, partir du principe, la définition des femmes, c'est le manque, l'envie d'un truc qu'on n'a pas, et qui est aussi fragile, et qui prend si peu de place, vraiment, c'est un truc que je comprends pas, hein. Avoir du pouvoir, oui, ça je comprends, ouais. Oui, enfin, avoir du pouvoir, non. C'est pas se faire écraser la gueule, quoi. Ça, oui. Quand je voulais être un garçon, c'était jamais un pénis ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était être respecté. Donc ça... Ouais, ça fait des trucs... Puis je voulais pouvoir faire du vélo le soir. Je sais pas si c'est plus facile de faire un vélo avec ou sans pénis, hein. Ça dépend où vous le mettez. Mais c'est... Voilà, c'est quand même... Enfin, il y a quelque chose qui aujourd'hui, je pense, peut paraître obscène dans ce texte. Voilà, bon, moi, ce qui me dérange le plus, c'est cet essentialisme qui ramène au corps, parce que j'en ai marre d'être ramenée à mon corps, quoi. Alors, est-ce que pour le coup, il faut partir du corps pour le célébrer et en amener autre chose? Je pense que ça a été littérairement important, mais je pense que c'est s'enfermer dans une écriture de femme, et que c'est une impasse. Et que ce qui est intéressant, c'est l'écriture de féministe. Et que le rire de la méduse, que suppose qu'il soit à partir du corps, c'est le rire de la méduse qu'on peut avoir à partir de la logique, qui va démonter la logique patriarcale. Et c'est ce que je vois beaucoup plus chez Wittig, chez Delphi, ou dans le SCOM, et je trouve que ça marche beaucoup mieux politiquement. Et même littérairement, parce que finalement, ça fait des textes qui vieillissent moins. Parce que là, c'est tellement un texte qui finalement prend des accents prophétiques, mais qui s'inscrit dans une actualité qui est beaucoup moins présente pour nous. Parce que l'héritage freudien, il commence à s'estomper, quoi. On a même failli le dégager du bac. Donc je sais pas trop pourquoi, voilà, là je pense avoir parlé assez longuement, pourquoi ça passe moins. Et en même temps, voilà, les arrivantes de toujours, moi, ça me parle. Ces femmes qui hantent leurs souvenirs, ça me parle. Mais je crois qu'il me faut des métaphores moins corporelles. Mais justement, d'ailleurs, voilà, arrivante, c'est du mouvement. Les fantômes, c'est quoi un fantôme si ce n'est un esprit sans corps? Quand le zombie est un corps sans esprit. Et où, comme le disait Varda dans Réponse de femme, ça veut dire quoi être une femme? C'est pas parce que je suis une femme que je suis un homme sans queue ni tête. Allez, j'espère que ça vous aura intéressé, je vous dis à bientôt.